Voilà, on est parti donc sur le petit 2. Donc la théorie à proprement parler de l'espace social selon Pierre Bourdieu. Donc je commence ici la lecture. Donc, pour Bourdieu, l'approche réaliste des classes pose un problème, donc sous-entendu des classes sociales. Donc l'approche réaliste des classes pose un problème car elle peut conduire le sociologue qui étudie la société à faire exister des groupes d'individus comme si ces groupes étaient réels, alors qu'en réalité leurs membres ne se sentent pas comme appartenant à un tel groupe. Il y a un risque de ce que l'on appelle réification. Alors c'est un terme un petit peu technique pour désigner le fait qu'on va rendre réel quelque chose de manière artificielle. Donc rendre réel de manière artificielle des classes sociales, risque de réification des classes sociales. Du côté de Max Weber et de l'approche nominaliste, le problème est de considérer que les individus ne peuvent pas avoir de sentiment d'appartenance, qu'ils ne peuvent pas avoir le sentiment de faire partie d'une même communauté, ce qui pourtant peut se produire dans la réalité. Bon, alors cette opposition est un petit peu technique, mais c'est bien quand même de le savoir pour par exemple une introduction sur un sujet de dissertation sur les classes sociales. Bon, bah ça c'est un peu les enjeux théoriques d'un tel sujet. C'est de dire que voilà, l'analyse de Marx, c'est une analyse réaliste, mais qui a le problème de potentiellement de faire exister des classes qui n'existent pas vraiment. Dans le sens où le sociologue va dire que les gens ont une conscience de classe, alors que peut-être ils n'en ont pas. Il faudrait leur demander. Mais bon, est-ce que leur demander suffirait? Enfin, est-ce que on est fondé à dire de telles choses? Va-t-on s'embêter à faire ça? Bon, pas sûr. Donc faire exister des classes comme si elles étaient réelles, c'est un petit peu malhonnête intellectuellement, c'est ce que dit Pierre Bourdieu. Bon. Et d'un autre côté, Weber, avec son analyse nominaliste, lui, bah, il passe peut-être un peu à côté d'une conscience de classe. Voilà. Weber pense que ça peut exister, mais que c'est rare. Peut-être que c'est moins rare qu'il ne le pense, et que une analyse nominaliste se prive d'une réflexion en matière de conscience de classe, qui pourrait également avoir un certain intérêt. Donc voilà, Bourdieu note ces deux limites des approches nominalistes et réalistes. Il va essayer en fait de proposer une synthèse entre ces deux approches. Voilà, essayer de dépasser ces deux problèmes avec sa théorie. Donc Bourdieu propose donc de ne pas chercher à faire rentrer les individus dans des classes, ce qui supposerait la pertinence du concept de classe, que celle-ci soit réelle ou construite par le sociologue, mais il préfère plutôt parler d'espace social. Donc lui, pour Bourdieu, il vaut mieux placer les individus dans un espace qui est un peu moins espace, on voit bien c'est quelque chose au moins en deux dimensions, qui est beaucoup moins délimité précisément que la notion de classe. La classe c'est vraiment quasiment binaire, c'est soit on est dans la classe, soit on est en dehors de la classe sociale. Donc ça pour Bourdieu c'est un peu trop strict et c'est pas assez utile d'un point de vue sociologique. Il vaut mieux avoir une vision plus souple de la structure sociale, au sein de laquelle au sein de laquelle des individus se distribueraient dans un espace social. Alors, pour pouvoir les distribuer dans cet espace social, il va falloir néanmoins trouver des caractéristiques pour que les individus puissent être placés quelque part. Alors, désactiver le Wi-Fi, éviter les pop-up. Alors, donc, comment fait Pierre Bourdieu pour placer les individus dans son espace social? Donc c'est en vérité plutôt simple, hein, mais il faut bien avoir à l'esprit l'idée que l'objectif de Bourdieu, c'est de décrire la structure sociale sans faire des classes, mais plutôt faire des espèces de zones géographiques dans un espace en deux dimensions. Alors, comment va-t-il opérer? Donc pour placer les individus dans l'espace social, Bourdieu va se baser sur trois éléments, trois critères. Je mets entre parenthèses ce qu'il appelle des capitaux, hein, on va donner la définition. Trois types de capitaux que posséderaient les individus hein, dans des quantités variables. Donc là vraiment on est dans la conceptualisation théorique. Cette histoire de capitaux là, économique, culturel, social, personne dans la société se dit tiens j'ai beaucoup de capital économique, tiens disons j'ai beaucoup de capital culturel ou j'ai beaucoup de ou alors tiens j'ai pas beaucoup de capital social. Personne ne raisonne en termes de capital dans sa tête. On raisonne avec soit du vocabulaire du langage courant, soit on n'a pas tout simplement pas ce genre de réflexion au quotidien. Donc c'est là qu'il y a une analyse un peu nominaliste, hein. C'est que Bourdieu va dire, bon les gens ne le savent pas vraiment, mais ils sont dotés en fait en divers capitaux et dans des quantités variables.
Et c'est en vertu de ça qu'on va pouvoir les placer dans un espèce de grand tableau, dans un grand espace social, selon des logiques tout à fait, enfin, selon des logiques strictes. Donc quels sont ces trois types de capitaux que Bourdieu va mobiliser? D'une part, nous avons le capital économique, que je simplifie à l'extrême en considérant qu'il s'agit de l'argent, et du patrimoine, ce qu'on possède. Et du patrimoine, voilà, sous toutes ses formes. Ça peut être matériel, enfin, ou immatériel. Donc, bon, j'en dis pas plus, la définition, on l'a vu en cours et en module. Donc, puis c'est très facile à retrouver n'importe où, hein, la définition du capital économique. C'est assez transparent. Ensuite, on a le capital culturel, donc qui est une autre forme de capital que les individus possèdent dans des quantités variables. Donc là, le capital culturel, pareil, je donne une définition très simplifiée, mais vous avez une définition plus précise en module, sur le module sur l'habitus notamment. Pour simplifier à l'extrême, le capital culturel, c'est les connaissances dont dispose un individu, son niveau de diplôme, les objets culturels qu'il peut avoir chez lui ou dans sa famille. Donc les objets, on appelle ça le capital culturel objectivé. Donc les livres, les tableaux, les instruments de musique, euh, entre autres, hein. Les autres choses, vous laisserez les retrouver dans le module sur l'habitus, hein. Mais voilà, ça c'est du capital culturel et on en a plus ou moins. On a plus ou moins de connaissances, plus ou moins de diplômes, plus ou moins d'objets culturels chez nous, et ainsi de suite. Le capital social, lui, c'est pareil, assez simple à saisir parce que dans le langage courant, on a des équivalents, bien qu'on n'a pas le droit de les utiliser dans une copie, hein. On ne va pas utiliser du langage familier ou courant, on doit utiliser le vocabulaire sociologique. Donc le capital social, c'est l'ensemble des relations sociales dont dispose un individu avec d'autres individus. Donc c'est le fait de connaître des gens de manière plus ou moins proche, hein. Soit physiquement, on les a rencontrés, soit on les connaît par l'intermédiaire par exemple des réseaux sociaux, ou des choses comme ça, ou par l'intermédiaire d'un ami, ou, voilà. On ne les connaît pas directement, mais on a une relation sociale avec eux. Donc c'est l'ensemble des relations sociales qu'on peut avoir avec les individus, et qui sont susceptibles d'être utiles dans certains cas. Ça veut dire que parfois, connaître des gens, ça peut rendre des services. Voilà, pour le dire de manière très simple, des choses qu'on ne peut pas écrire dans une copie. Avoir des connaissances, on dirait en langage courant, avoir du réseau, avoir un carnet d'adresses, bon, avoir le bras long, on dit aussi ça, ah, il a le bras long. Bon, bah, ça veut dire que ça peut servir dans certains cas. Dans certaines situations, on est content de connaître quelqu'un qui va pouvoir nous donner un petit coup de pouce, ou nous aider pour résoudre certains problèmes. Et donc ces choses-là, on peut les mobiliser. Ce réseau, on peut le mobiliser dans certains cas. On peut potentiellement le mobiliser. Donc ça s'appelle le capital social. C'est l'ensemble des relations qui peuvent nous être utiles. Alors je donne un exemple, histoire d'être vraiment, voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Un individu diplômé qui cherche un emploi dans le secteur bancaire, voilà, un exemple tout à fait fictif, peut faire jouer son capital social en demandant à une connaissance, donc quelqu'un qui connaît, de lui arranger un entretien d'embauche avec un de ses amis directeur de banque. Voilà, vous cherchez un emploi dans le secteur bancaire, et coup de chance, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est directeur de banque. Bon, bah, si vous êtes suffisamment proche de la personne en question, vous pouvez essayer de lui demander un petit service, et cette personne pourra peut-être vous arranger un entretien d'embauche. Ce que vous n'auriez pas pu obtenir si vous ne connaissiez pas cette personne, si vous n'aviez pas autant de capital social. Donc, vous voyez bien que ça peut être extrêmement utile, hein, et ça n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres, mais de connaître beaucoup de gens. Alors, maintenant qu'on a les trois types de capitaux dont disposent les individus dans des quantités variables, voyons voir comment Bourdieu va s'en servir pour les placer, les individus, dans son espace social. On reprend ici. À l'aide de ces trois types de capitaux, Bourdieu peut classer les individus selon, d'une part, un axe vertical. Donc là, il s'agit de regarder le schéma. Je vous le fais voir rapidement. Donc un axe vertical. Ici. On va pouvoir classer les gens de haut en bas, selon le niveau global de capital. Ça veut dire que les individus peuvent disposer de capital social, économique et culturel dans une proportion importante. La somme de ces trois types de capitaux, ça fait un gros capital global. Ou alors, les individus vont posséder peu de capitaux. Peu importe le type de capital considéré, la somme fait qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de capital. Donc tout type confondu, on peut avoir peu de capital, ou alors être dans une situation intermédiaire. Et à ce moment-là, on sera au niveau de l'origine du graphique, par ici, quand on est au niveau moyen. Si on a peu de capital global, on est par là.
Si on a moyennement, on en est là, et si on en a beaucoup, bah forcément, on est plutôt en haut. Et donc il y a une grande, voilà, il y a tout un continuum de situations qui va du haut vers le bas, selon qu'on a beaucoup de capital globalement, ou alors peu. Donc ça, c'est une première possibilité. On va placer les individus selon qu'ils ont beaucoup de capital globalement, ou pas beaucoup. Bourdieu classe également les individus selon un axe horizontal. Alors attention, c'est là que c'est un peu le plus subtil, c'est que on peut avoir beaucoup de capital globalement, ou pas beaucoup de capital globalement, ou moyennement de capital globalement. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a différentes proportions au sein d'un même niveau de capital global. On ne dispose pas des mêmes proportions des divers capitaux. On peut être très richement doté en capital global, mais surtout parce qu'on a beaucoup de capital économique. On est très très riche, et en même temps, on n'est pas forcément d'un haut niveau culturel, mais bon, le fait d'être très très riche fait qu'on a globalement beaucoup de capital. De la même façon, on peut disposer d'un fort niveau de capital global, parce qu'on est très cultivé, on a un très fort niveau de capital culturel, et pas forcément un gros niveau de capital économique. Ou alors, de la même façon, on peut avoir un peu de capital social, ou pas beaucoup de capital social dans notre structure globale de capital. Donc, selon la structure globale du capital, Bourdieu va pouvoir placer les individus sur un axe horizontal. Donc, il classe également les individus selon un axe horizontal, en fonction donc de la structure du capital. La structure, c'est en gros la répartition. La répartition du capital selon les différents types que possède l'individu. Donc détenu par chacun. Pour un même niveau de capital global, un individu peut détenir surtout du capital culturel ou surtout du capital économique. Alors on ne parle pas de capital social dans la répartition de la structure. Ou bien des deux à part égale. Cela dépend de la structure de son capital. Il est alors possible de représenter l'espace social grâce à un schéma en deux dimensions. Donc on avait la dimension verticale, c'est le niveau global de capital, et maintenant on peut placer les gens aussi horizontalement, selon qu'ils sont plus ou moins dotés en capital économique par rapport au capital culturel, et inversement, qu'ils sont plus ou moins dotés en capital culturel par rapport au capital économique. Donc vraiment, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'insiste lourdement, sur l'axe vertical, plus on monte, plus on a beaucoup de capitaux en général, peu importe le type considéré de capital, le stock global de capital est élevé, et plus on va vers le bas, moins on a de capitaux, peu importe le type considéré, la somme fait qu'on a un petit montant de capital. Si on se déplace vers la droite, peu importe qu'on ait beaucoup ou pas beaucoup de capitaux, on sait qu'à l'intérieur de ce qu'on a, on aura surtout du capital économique et relativement peu de capital culturel. C'est pour ça qu'il y a un moins ici et un plus là. Plus on se déplace vers la droite, plus on est doté en capital économique par rapport au capital culturel. Plus on se déplace vers la gauche, plus on va être doté relativement en capital culturel et peu en capital économique. D'accord? Et cette répartition, cette description s'opère à chaque niveau de capital global. La question se pose à chaque fois. J'ai peu de capital ici. Mais est-ce que j'ai dans ce petit stock, est-ce que j'ai surtout du capital culturel, c'est-à-dire on est à gauche, ou est-ce que j'ai surtout du capital économique? Et à ce moment-là, on sera à droite. Si on est tout en haut, on a beaucoup de capitaux globalement, mais la question se pose aussi. Si j'ai beaucoup de capitaux, est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de capital culturel, et à ce moment-là, je serai plutôt à droite, à gauche plutôt, ou est-ce que j'ai beaucoup de capitaux au niveau global parce que je dispose surtout de capital économique, j'ai beaucoup d'argent. Et là, à ce moment-là, je serai en haut et plutôt à droite. Donc pour chaque niveau se pose la question de la répartition. Oups. Pour chaque niveau se pose la question de la répartition de la structure entre capital culturel et capital économique. Donc là, du coup, on n'a plus des classes sociales, mais on a un espace social où va se retrouver des gens qui vont avoir des points communs en matière de niveau de richesse et de niveau de culture, ou de niveau de capital culturel. C'est ce que j'explique dans la suite du schéma, enfin en dessous. Ainsi, au lieu de parler de classe sociale, Bourdieu montre qu'au sein de l'espace social, il existe des sous-espaces, c'est-à-dire des zones géographiques dans l'espace social. Vous voyez, la zone nord, sud, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, bon. Voilà, des zones, des sous-espaces
où des individus vont partager un certain nombre de points communs en matière de conditions de vie par exemple. Si vous êtes tout en bas, c'est que vous avez peu de capitaux, y compris de capitaux économiques, donc vos conditions de vie sont plutôt mauvaises. Si vous êtes tout en haut, vous avez beaucoup de capitaux, mais probablement que vous avez beaucoup de capitaux économiques. Donc, vous avez des bonnes conditions de vie. Donc, des points communs en matière de conditions de vie, de niveau d'études, ça c'est la question du capital culturel, on en a plus ou moins, de goût, d'opinion politique, ou encore de pratiques culturelles. Donc, selon où vous êtes dans l'espace social, ça dit un petit peu qui vous êtes, quelles sont vos propriétés sociales, on dirait, en sociologie. Ces individus proches dans l'espace social ne forment pas des classes pour soi, au sens de Marx, mais peuvent constituer ce que Bourdieu nomme classes virtuelles. Ça veut dire que c'est des classes potentielles, c'est des classes sociales potentielles. Mais comme elles ne sont pas forcément encore réunies avec une conscience de classe, elles restent à l'état virtuel, ou à l'état, on dirait, potentiel. Vous dites classe virtuelle, le terme de Bourdieu, c'est classe virtuelle. Et si vous voulez un équivalent, voilà, c'est des classes sociales potentielles. C'est-à-dire des groupes d'individus qui pourraient potentiellement, vous voyez ce que je dis juste après, hein, potentiellement se transformer en classe réelle, c'est-à-dire au sens plein chez Marx, en classe réelle et mobilisée, mais à condition qu'un travail symbolique, c'est-à-dire donner le sentiment aux individus qu'ils font en réalité partie d'un groupe homogène, donc un travail symbolique, il y aurait des gens, des instances, qui s'occupent de dire à ces individus qui ont des points communs qu'en vrai ils sont une classe. Jusqu'à ce qu'ils finissent par le croire, les individus, et qu'ils se sentent comme membres de la classe. Donc il faut qu'il y ait un travail fait dans les esprits pour que les gens se sentent comme appartenant à la classe. Il faut qu'il y ait un travail symbolique. Si ce travail n'est pas fait, les gens restent atomisés, avec des points communs, mais sans forcément avoir l'impression de faire partie d'une même classe. Donc il faut qu'un travail symbolique soit réalisé par certaines instances, comme ce fut le cas du Parti communiste avec la classe ouvrière durant les Trente Glorieuses. L'absence de classe sociale, nettement définie au sein de l'espace social, ne signifie pas qu'il n'existe pas de rapport de domination au sein de la structure sociale de Bourdieu. Au contraire, il reste vrai que les individus situés en haut du graphique dominent ceux qui se situent en bas du graphique. Donc même si on est sur un espace en 3 dimensions, ou en 2 dimensions plutôt, pardon, vous voyez, en haut, en bas et à gauche et à droite, 2 dimensions, il y a quand même des rapports de domination. Les gens qui sont en haut auront tendance à dominer les gens qui sont en bas, même si les gens en bas sont plutôt en bas à gauche ou en bas à droite. Le fait que les autres soient au-dessus fait qu'ils vont être dominants vis-à-vis de ceux qui sont en dessous. Donc j'arrête la vidéo, on reprend après pour le petit 3 des comportements conditionnés par les habitus de classe.